Bonjour à tous. Merci d'être là. Une trentaine de personnes, ça ne fait qu'augmenter donc à chaque fois, donc c'est chouette. Bonjour Elisabeth. Bonjour Amélie. Donc je suis Amélie Lavie pour ceux qui ne nous connaissent pas et je dirige la Fragrance Foundation depuis quelques mois maintenant. Nous avons initié les Fragrance Talk, que d'ailleurs avec toi, c'était un des premiers, c'était sur les vertus thérapeutiques du parfum. Et ce matin, on avait envie de revenir sur la merveilleuse histoire de l'eau de Cologne. Euh, euh, alors peut-être qu'il faut quand même que je te présente. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, Elisabeth, tu es donc docteur en histoire de la parfumerie. Et tu écris quand même plusieurs ouvrages et tu conseilles les marques également sur, voilà, pour aider à retrouver leurs racines et comment de leurs racines on peut se projeter dans l'avenir et imaginer de nouvelles belles histoires. Elisabeth, alors l'eau de Cologne, toute belle histoire. Enfin, là, c'est quand même l'histoire de l'eau de Cologne, c'est quand même un peu dynastie, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à savoir qui a fait quoi. Un coup c'est l'oncle, un coup c'est le neveu. Qu'est-ce que tu peux nous raconter déjà? Comment ça a commencé? C'est vrai que effectivement, comme tu dis, il y a un côté Dallas ou Dynasty dans l'histoire de l'Haute-Cologne parce que d'abord, il y a une immense légende, il y a beaucoup de secrets. Et pour l'historien, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de faire la part des choses, de savoir qu'est-ce qui est vrai, du faux, qu'est-ce qui tient de la légende et véritablement de la vérité historique. Et à la limite, c'est pas très grave parce que la légende, elle est constitutive aussi de l'histoire. C'est-à-dire que souvent, on crée des légendes, on crée des mythes pour révéler des forces, pour comment dire, concentrer également des fantasmes collectifs dans quelque chose. Donc la légende, elle raconte aussi beaucoup de l'époque et des sociétés qui sont en marche. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire quand je me suis penchée sur l'histoire de l'Haute-Cologne, c'est prendre toutes ces légendes, essayer d'organiser un peu les choses. Bien sûr, on a des dossiers, bien sûr, on a des archives, mais on n'a pas aussi toutes les informations sur tous ces points de son origine. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en tous les cas, elle est née en Italie. Donc, ce serait un jeune Italien à la base, un Giovanni Paolo Feminis, qui aurait découvert cette recette. Là aussi, la légende commence. C'est-à-dire que est-ce que c'est le secret d'un monastère qui aurait été révélé par une histoire d'amour avec une nonne en Italie, donc pas loin du couvent Ouh. Santa Maria Novella? Est-ce que c'est en fait un officier anglais qui serait revenu d'Orient et qui aurait révélé cette recette? On ne sait pas grand-chose de ça. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que sur un accord existant, qu'on appelait l'eau de la Reine, l'Aqua Regina, qui était très herbacé, cet Italien va poser un accord espéridé majoritairement et il va créer cet accord à partir de 18 plantes officinales qui étaient cultivées dans les jardins simples, donc dans les jardins des monastères, ce jardin des simples, si vous voulez, les simples, vous désignez les remèdes, on en avait parlé déjà la fois dernière lors du dernier talk, et donc on cultivait toutes ces plantes officinales qui étaient destinées à fabriquer des remèdes. Parce que l'eau de la reine de Hongrie et l'eau de Cologne, qui s'appelait l'aqua mirabilis, c'est-à-dire l'eau admirable, ou l'eau des merveilles, l'eau des miracles, euh, ce sont d'abord des médicaments, malgré tout. Et la création de Cologne, elle est à la fois à la frontière donc, du médical, de l'hygiène et du bien-être. Avec ce côté, on ne va pas dire sacré, mais si vous voulez, merveilleux. Le merveilleux au sens ancien du terme, c'est ce qui tient du miracle, c'est quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Voilà, donc elle a ce côté merveilleux qui lui donne cette origine presque divine, en fait. On n'arrive pas à avoir exactement la vérité historique, et du coup, il y a quelque chose qui révèle du sacré, du divin dans cette histoire. Alors justement, parce que l'idée de ce talk, c'était aussi de rebondir sur notre actualité et de réaliser que finalement l'eau de Cologne, sans aller jusqu'à dire que c'est un médicament et c'est vraiment pas le propos, mais plus de souligner que c'est un parfum qui dès le début avait des vertus salutaires pour la santé, et de raconter cette histoire. Euh,
comment, alors, une fois que l'eau de Cologne est imaginée, comment est-ce qu'elle est utilisée? Est-ce qu'elle a toujours tout de suite été utilisée pour ses vertus thérapeutiques? Est-ce que c'était un sambon? euh, Alors, certes, ce n'est pas un médicament, mais ça l'a quand même été longtemps parce que justement, le premier usage de l'eau de Cologne, et elle a été d'ailleurs approuvée en 1727 par la faculté de Cologne, faculté de médecine, Oui. c'est d'abord un élixir, c'est-à-dire l'élixir au sens premier du terme, le médicament le plus précieux. Aujourd'hui, on utilise le mot élixir pour la préciosité en fait de la concentration ou du produit, mais l'élixir, c'est d'abord ce médicament qui est issu, c'est le produit de la distillation, et justement, l'eau de Cologne, c'est ce qu'on appelait à l'époque une eau ardente, une eau de vie, une eau de feu. Pourquoi? Parce qu'elle est produite par la distillation qui a été obtenue par le feu. Hein, c'est le feu, on connaît le principe de l'alambic, hein, donc le feu qui produisait cette aqua, cette eau, donc vivante, cette eau de vie qui redonnait justement la vie, qui permettait la guérison. Donc l'eau de Cologne, enfin, l'aqua mirabilis, c'est un élixir. Et cet élixir va conserver ce côté médical longtemps parce que, donc, bien sûr, elle est préparée par les apothicaires, par les moines qui étaient les premiers médecins, hein, comme on l'avait vu la fois dernière au Moyen-Âge. Et elle va rester au codex lorsque Napoléon Ier pose un décret en 1810 pour légiférer ce qu'on appelait les charlataneries de la parfumerie. C'est-à-dire, en fait, comme le parfumeur était quand même apothicaire dans l'Ancien Régime, il conservait un petit peu ce côté guérit-tout, vous voyez? C'est-à-dire qu'on pouvait tout nous guérir, voilà, avec des bons produits, un peu comme dans Podane, vous savez, il y a le colporteur qui arrive avec tous ces trucs pour vous faire mincir les doigts, etc. C'était un peu cette idée-là, le parfumeur, quand vous regardez d'ailleurs la figure du parfumeur dans l'encyclopédie au XVIIIe siècle, il a un petit côté marchand ambulant qui a un peu tout dans son sac. Et là, c'était la même chose. Donc, Napoléon va donc décréter en 1810 que si les parfumeurs veulent continuer à se faire appeler apothicaires ou au moins médecins, il faut qu'ils produisent leurs secrets, leurs formules, qui seront approuvées par un collège de médecine. Et à ce moment-là, le produit pourra être dans le codex. Et c'était le cas notamment de l'eau de Cologne, du vinaigre des 4 voleurs, mais de l'eau de Cologne, qui va continuer à être prescrit. Et moi, je l'ai vu aux archives de la faculté de médecine de Paris. Elle est prescrite par le médecin. Elle est prescrite, donc, bien sûr, en absorption, parce que c'est un élixir, donc on le boit, en friction, pour tout ce qui va être à la fois soins dermatologiques, mais aussi la friction, c'est-à-dire qui active la circulation du sang et qui permet d'être en bonne santé. Et notamment, il y a un slogan de Roger Gallet en 1960, une bonne friction, une bonne journée. Vous voyez, ce côté, je me frictionne, notamment en hiver, le thorax, comme ça, et ça, c'est pour ça que c'était bon pour les enfants. Ouais. Et du coup, on a le sang qui circule bien, et quand on a le sang qui circule bien, on tombe moins malade. Donc, et aussi, le médecin prescrivait l'eau de Cologne en injection. Il y a des injections d'eau de Cologne, je ne sais pas trop ce que ça devait donner, mais d'après un médecin que j'avais interrogé, un médecin actuel, bon, il m'avait dit que ça devait être très douloureux, mais que ça ne pouvait pas faire trop de dégâts malgré tout sur le plan clinique. Mais voilà, donc c'était un médicament. Donc, il y avait ce côté médical qui a été approuvé par la faculté de médecine, et ça le sera également à Paris, et ça le sera bien sûr au travers du codex. Mais aussi, c'était un produit d'hygiène. Alors, certes, quand l'eau de Cologne arrive en France au XVIIIe siècle, sous Louis XV, c'est un produit d'hygiène et de médecine qui est réservé aux riches. En France. Pardon? Comment elle arrive en France? Alors, effectivement, cette histoire de Cologne, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'on a un Italien à la base qui va partir à Cologne, parce que Cologne, au XVIIe siècle, c'est un peu une plaque tournante du commerce en Europe. Hein. C'est une ville qui a une particularité, c'est que c'est une ville franche. Donc, elle est très propice au commerce et elle va voir se développer énormément d'entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs au XVIIIe, on l'appelle d'ailleurs un peu la Rome du Nord, donc ce côté très circulation des idées, il y a des facultés, mais également en circulation du commerce. Hein. Donc, la carrefour commercial. C'est très, très bénéfique. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs à Cologne. Et puis, c'est une ville de distillateurs aussi. Donc, ce n'est pas étonnant que cet Italien de Piémont soit attiré, si vous voulez, par l'Italie du Nord, quand même, soit attiré par la ville de Cologne pour développer un commerce. Voilà.
Et puis, au XVIIIe siècle aussi, à la fin du XVIIIe siècle, Cologne va devenir une ville française. Donc, il y a ce petit côté aussi français, qui est déjà la parfumerie française est assez réputée. Donc, tout ça va contribuer, si vous voulez, à faire de Cologne une ville, d'ailleurs, qui était connue pour ses produits de luxe. Hein, on achète beaucoup à la cour de France, même la cour de Versailles, on achète beaucoup de produits qui viennent de Cologne. Il y a un côté déjà Deutsche Qualität, vous voyez, donc ce côté bien, voilà, plutôt Bon. pas mal. Voilà, c'est bon. Et, et donc, les soldats de Louis XV qui traversent l'Allemagne au moment des guerres de succession vont rapporter de Cologne cet aqua admirabilis qui prendra le nom à la cour de Versailles d'eau de Cologne. Parce que moi, quand j'avais dépouillé aux archives de France, aux archives nationales, ce qu'on appelle la maison du roi et la maison de la reine, on trouvait dans les mentions de mémoire, donc ce qu'on appelle les mémoires, les factures, la mention eau de Cologne déjà. Hein, donc, il n'y avait plus cette mention d'aqua mirabilis, on était déjà dans l'idée de l'eau de Cologne. Et cette eau de Cologne, un des plus grands utilisateurs de l'eau de Cologne, ce sera Louis XV, qui va utiliser une grande quantité d'eau de Cologne, parce qu'il faut savoir que Louis XV était un roi bien aimé, très apprécié des dames, mais aussi, c'était un hypochondriaque, dépressif d'ailleurs, et il utilisait énormément d'eau de Cologne pour ses vertus curatives et protectrices. Bien avant Napoléon Ier. Napoléon Ier, on le sait, utilise énormément d'eau de Cologne, 40 litres par mois, des moyennes quand même considérables d'eau de Cologne. Il la boit, il s'en frictionne, il la met dans l'eau du bain. Parce que l'eau de Cologne aussi, c'est ce produit d'hygiène. Comme l'eau a disparu des habitudes humaines, on va utiliser l'eau de Cologne dans l'eau du bain pour purifier. Il y a des éléments, si vous voulez, dans les plantes officinales, il y a des plantes qui sont bonnes pour purifier l'eau, bonnes également pour tonifier l'épiderme. Donc, c'est excellent ce qu'on trouve dans l'eau de Cologne. Il y a des choses qui sont tout à fait bonnes. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que l'eau était vectrice de maladies. Donc, ils privilégient. Alors, un petit peu avant, c'est à la fin de la Renaissance. En fait, c'est Ambroise Paré hein, qui est responsable de la fermeture des bains publics et qui donc surtout, ça va être relayé par les médecins qui vont dire que l'eau est terrible pour la santé, c'est très mauvais, c'est un agent pestilentiel, ce qui n'est pas complètement faux, puisqu'on n'avait quand même pas d'eau purifiée. Hein. L'eau pouvait croupir, l'eau était bien sûr vecteur de bactéries, et donc c'est sûr qu'on pouvait attraper des maladies de peau, on pouvait aussi, parce qu'on croyait à l'époque que l'eau rentrait dans l'épiderme par les pores de la peau, on pouvait aussi, bien sûr, attraper des virus. Donc, on se méfiait de l'air et de l'eau. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, à la fin, donc au XVIIe siècle, fin du XVIe, début du XVIIe siècle, on va utiliser le parfum comme agent antipestilentiel et l'eau de Cologne sera un des meilleurs agents. Donc, on va l'utiliser aussi pour toutes ses vertus curatives, médicinales. On va l'utiliser au moment du bain, quand on prend un bain, c'est-à-dire très, très rarement, et aussi pour la toilette sèche. Cette toilette sèche qui était un peu une spécialité française, qui dure d'ailleurs, quand on regarde quand même à la fragrance, vous devez être très au courant, mais quand on regarde les chiffres de l'hygiène, c'est encore pas tout à fait ça quand même dans les pays latins, et nous en France, on n'est pas très, très bon quand même. Donc, on frictionnait le corps avec des linges imbibés de lotion, de vinaigre et aussi de l'eau de Cologne. Mais il faut savoir quand même que sous l'Ancien Régime, jusqu'à 1860, l'eau de Cologne, c'est un produit de luxe. Hein, un litre d'eau de Cologne équivaut à peu près au quart d'un salaire d'un domestique, ce qui est énorme. C'est énorme. Donc, c'est évident qu'il faut attendre l'industrialisation de l'eau de Cologne, donc 1860, pour qu'à ce moment-là, cette eau de Cologne soit pour tous, que l'industrie permette de la grande quantité d'eau de Cologne, qu'on achetait dans ce qu'on appelait les bazars de parfumerie qui étaient le long des grands boulevards de ce Paris haussmannien, et on achetait donc de l'eau de Cologne contenue dans des Marie-Jeanne, vous savez, ces grandes bouteilles de verre recouvertes d'osier, et elles servaient à la toilette, parce que l'eau n'était pas courante dans les grandes villes, hein, dans les habitations populaires, évidemment que non, il fallait chercher l'eau soit à la place du quartier, soit au mieux dans la cour, ou encore grand luxe au palier, mais on faisait des toilettes à l'eau de Cologne. Et d'ailleurs, Coco Chanel, quand on l'interroge sur le numéro 5, elle rappelle ce souvenir où elle était jeune couturière, jeune modiste, donc assez pauvre, hein, jeune orpheline, où elle se frictionnait un morceau de Cologne derrière les oreilles pour avoir un air de propreté. Donc, c'était quelque chose qui était très, très utilisé pour la toilette sèche. Voilà. Parce qu'on avait ces eaux de Cologne à deux vitesses.
Et donc, on l'a compris, il y a un versant thérapeutique et un versant plus lié à l'hygiène et au luxe maintenant. Parce Oui, que, tu me disais, c'est très cher. Et ensuite, avec l'industrialisation, arrivent de nouveaux acteurs, j'imagine comme Roger Gallet, c'est à peu près par là, 1860. alors oui, mais l'autre colonne Roger Gallet, elle reste quand même assez haut de gamme. Euh, donc justement, comme l'eau de Cologne va se banaliser au sens où elle va être beaucoup plus accessible à un grand nombre, eh bien, on va avoir des acteurs de la parfumerie qui vont continuer à produire des eaux de Cologne de luxe. Comme par exemple, un des meilleurs exemples, c'est l'eau de Cologne de Guerlain, qui était au catalogue du fondateur Guerlain dès 1830, parce que c'est quand même le produit leader, hein, si vous voulez, c'est quand même, si vous voulez bien vendre, c'est votre fonds de commerce, hein, l'eau de Cologne. Hein. Donc, Guerlain avait déjà, Pierre-François Pascal Guerlain avait cette eau de Cologne. Mais en 1853, il l'offre à l'impératrice Eugénie, on connaît par cœur cette histoire, et là, ça devient quand même un produit de luxe. On en a comme ça des très très belles eaux de Cologne. Et Roger Gallet, sous le Second Empire, est une marque de cour. C'est un grand fournisseur de la reine Victoria, de l'impératrice Élisabeth d'Autriche. Donc, on est encore dans des eaux de Cologne très chic, très, très chères quand même. C'est un peu plus tardif, si vous voulez, que l'eau de Cologne. Roger Gallet va se banaliser. Quand je parle d'acteurs de la parfumerie, d'ailleurs souvent ils ont disparu, on est dans des marques beaucoup plus accessibles, comme Gelée Frères par exemple, ou comme des marques qui ont complètement disparu, ou même quasiment pas de marque, si vous voulez, qui vendaient au litre l'eau de Cologne pour des classes beaucoup plus populaires. Et alors, quelques temps plus tard, l'eau de Cologne se banalise encore plus, Oui, en supermarché même. Donc c'est bien plus tard. Est-ce c'est que les années 20, 1920, on commence vraiment à voir ça dans les années 20. à cette époque-là, quels étaient les usages de l'eau de Cologne? Est-ce que ça restait un produit d'hygiène ou est-ce que... Ah, c'était un produit d'hygiène, mais ça commençait à devenir aussi ce qu'on appelait un produit de bien-être, ce qui est d'ailleurs complètement lié parce que, vous savez, cette citation de Bachelard qui dit l'être commence par le bien-être. Hmm. Et bien sûr, le bien-être, il est lié à l'hygiène. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse se sentir très bien si on est sale. Vous voyez, en Ouais. général, d'ailleurs, on le dit, l'hygiène est la première guérison, mais elle est aussi la guérison du corps, mais la guérison de l'esprit. On est bien après un bon bain, une bonne douche, etc. Donc, il y a ce côté dans les années 20 qui commence à arriver, effectivement, où on va avoir une foultitude d'eau de Cologne assez bon marché, comme notamment l'eau de Cologne du Mont-Saint-Michel, la bien-être aussi, qui, comme son nom l'indique, vous apporte le bien-être, et qui est toujours vendue en grande quantité, qui est placée dans les salles de bain. Et ça, effectivement, qui n'a pas vu un flacon d'eau de Cologne dans une salle de bain? C'était vraiment, alors, un peu le produit de grand-mère quand même à notre génération, mais c'est vrai que c'était extrêmement utilisé. Alors, on ne l'utilisait pas dans l'eau du bain, on l'utilisait plus vraiment comme dans la toilette sèche, mais c'est toujours ce côté friction avec cette gestuelle qui est propre à l'eau de Cologne, qui est le splash. Vous voyez, ce côté très ample, très friction, très tonique. Et quand même, on continue à l'utiliser. C'était vraiment pour tout le monde. Toutes les publicités de Roger Gallet dans les années 1960, c'est vraiment cette idée que c'est le produit familial à l'usage de tous et qui est extrêmement répandu, avec cette particularité, puisque l'eau de Cologne, il y en a quand même deux. Bien sûr, c'est un accord Hespéridé qui a été le chef de file de tout ce qu'on appelle la famille Hespéridé, mais c'est aussi une concentration particulière dans la déclinaison alcoolique de la parfumerie et qui est la déclinaison la plus légère, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui est le moins concentré dans l'alcool. C'est pour ça aussi que dans les années 20, on voit les grands parfums, les Chalimard, les numéro 5, les arpèges de Lanvin, etc., avoir leur concentration haute de Cologne. Tous les grands parfums avaient leur concentration haute de Cologne. Pourquoi? Parce que le parfum, en général, vous aviez l'extrait. C'est vrai que, par exemple, le cas du numéro 5 introduit dès 1924 l'eau de toilette, mais il n'y avait rien entre les deux. Et on ne se parfume pas dans la journée. C'est d'abord beaucoup trop cher, et puis c'est aussi malséant, si vous voulez. On n'est pas, dans la journée, on n'est pas là à sentir la cocotte, on ne se parfume pas. Donc, cette eau de Cologne parfumée au parfum qui était votre sillage, vous permettez une signature du quotidien. Et ça, on le voit dans tous les catalogues de grandes maisons à partir des années 20.
jusqu'aux années 70 à peu près. C'est conservé au catalogue. On a la déclinaison Cologne. Et moi, je trouve que ça, c'est superbe, en fait. Tous ces grands parfums et une déclinaison Cologne, je trouve ça génial. Donc là, la Cologne, aujourd'hui, c'est plus le parfum pour soi. Ouais, l'intériorité. L'intime. Ouais. Oui, ça l'était déjà quand même, le parfum de l'intime. Hein. L'eau de Cologne, son lieu, c'est la salle de bain, où c'était autrefois le cabinet de toilette. Et le parfum, c'est le boudoir, la coiffeuse, vous voyez, voilà, l'endroit où on se parfume. Mais on est quand même dans cette idée. Alors évidemment, quand en 2000, on a eu ce retour des colognes, il y a eu un peu un brouillage de pistes. Parce que d'abord, on ne pouvait pas imaginer que que l'eau de Cologne coûte cher. C'était le problème qu'a eu Cologne, Mugler, en 2000, quand ils ont relancé cette idée d'eau de Cologne. C'était une Cologne qui était en fait entre l'eau de toilette et l'eau de parfum, donc qui n'était pas du tout dans la dissolution d'une eau de Cologne. Et puis, c'était un produit beaucoup plus cher et puis qui avait un sillage. Et puis qui avait certes cet accord hespéridé, mais qui était beaucoup plus sophistiqué autour. Donc, ça a un peu brouillé les pistes. Et c'est vrai que le marché a eu du mal à comprendre. C'était incompréhensible pour eux au début, justement du fait de cette longue tradition séculaire où l'eau de Cologne, c'est un produit, depuis 2 siècles, c'était un produit de salle de bain, un produit banal, un produit pas cher, un produit qu'on utilisait, allez, hop, en grande générosité. Et c'était ça, l'eau de Cologne. Et justement, comment tu expliques ce retour en force? Parce que maintenant, je ne connais pas beaucoup de maisons qui n'aient pas son eau de Cologne. En effet, il y a Mugler, mais beaucoup d'autres. Comment tu expliques que ça revienne à la mode quelque part? Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que quand même, c'est revenu au tournant, en fait, du 3e millénaire. Et c'est certain que tous les changements de millénaire, et on le voit très bien dans l'histoire, je ne parle pas du parfum, je parle de manière générale, hein, ça a toujours engendré des grandes peurs, hein, des grandes peurs collectives, d'autant plus que à cette époque-là, on avait aussi Internet qui donnait ce grand village planétaire et on avait l'impression qu'on allait tout savoir de notre intimité, que ça allait devenir… il faut se remettre… voilà, 20 ans en arrière, hein, on avait énormément de peurs comme ça qui étaient générées par tout d'un coup ce décloisonnement en fait. Et on avait aussi, on était 10 ans après toute cette génération Fresh and Clean qui avait été d'ailleurs initiée par malheureusement l'épidémie du sida où on avait cette peur en fait que l'amour apporte la mort, hein, puisque c'était une maladie de l'amour, une épidémie déjà, hein, très, très angoissante. Donc, ce n'est pas étonnant qu'à ce tournant de millénaire, on ait envie de se tourner vers un produit qui soit un produit safe, qui soit un produit authentique, qui soit un produit qui apporte la santé, qui est clean, si vous voulez. Il n'y a pas plus clean que l'eau de Cologne. Et en plus, ça fait 2 siècles, même plus, 3 siècles qu'elle le prouve. Donc, c'est authentique et on avait ce besoin d'authenticité, de retour aux racines, de revenir à quelque chose de vrai. Et aujourd'hui, plus que jamais, où on le voit dans la mode, dans la déco, dans tout, où on veut recycler, on est la mode du vintage, on a envie de se tourner vers des valeurs fondamentales, on a envie de ne pas consommer tout et n'importe quoi. L'eau de Cologne, c'est tout simplement le visage souriant de la parfumerie. On est rassuré, puis c'est beau, puis ça fait du bien, puis c'est magnifique une eau de Cologne. Il n'y a pas plus beau qu'une eau de Cologne. Donc voilà, ça parle de soi. C'est toujours merveilleux au sens premier du terme. Est-ce que, bon, on n'est pas parfumeur, mais est-ce que toi, tu peux aller jusqu'à dire que l'eau de Cologne, c'est un peu la mère de toutes les eaux fraîches maintenant? Bien sûr, l'eau de Cologne, on le voit très bien dans la généalogie, elle a d'abord été une eau de Cologne. Ensuite, on a très bien vu dans les années 70 apparaître les eaux fraîches qui étaient liées à cette idée d'une eau de Cologne un peu plus sophistiquée, un petit peu plus concentrée et qui était liée aussi à toute l'évolution de la vie des femmes, hein, dans les années 70, qui ne pouvaient plus rester comme les grands-mères derrière leur
coiffeuses à se parfumer délicatement, qui avaient besoin de vivre et de vivre au quotidien et de se créer un sillage aussi au quotidien qui corresponde à ce qu'elles recherchaient, donc de tonique, de frais. C'est bien pour ça que l'eau sauvage de Dior avait été prise par les femmes en 66. C'est parce que justement, elles n'avaient pas sur le marché ce produit frais. Et puis ensuite, bien sûr, on a vu apparaître les eaux légères, qui étaient des déclinaisons de cette Cologne, et avant de retrouver véritablement non pas l'eau de Cologne, mais la Cologne. Donc, on est tout à fait dans cette filiation d'un produit qui est frais, qui est tonique, qui fait du bien, et puis qui peut être aussi assez sophistiqué, parce que ce qu'on oublie, c'est qu'au 19e siècle, quand tous les parfumeurs fabriquaient des eaux de Cologne, pour se distinguer, ils faisaient des accords déjà. Donc, vous voyez, déjà, ils tournaient autour de l'accord Hespéridé, ce qu'on appelait les eaux de Cologne du Portugal, les eaux de Cologne hégémoniennes, les eaux de Cologne à la russe, etc. Et qui avaient des petits accents olfactifs un peu différents, mais qui avaient toujours cette concentration légère dans l'alcool. C'était ça, en fait, qui restait, qui donnait toujours l'eau de Cologne, c'était la concentration et c'était aussi l'accord initial. Mais autour de ça, déjà, on avait envie de broder. Donc, voilà. Et on l'a très bien vu, par exemple, avec Guerlain. Quand Guerlain, en 1830, crée son eau de Cologne impériale, qui sera offert en 1853 à l'impératrice Eugénie, il brode autour de l'accord Hespéridé. Il ajoute sa guerlinade déjà, il ajoute des choses un peu plus sophistiquées, qui fait que quand on sent toutes ces eaux de Cologne, et quand notamment on compare l'eau de Cologne impériale à l'eau de Cologne de Roger Gallet, on est dans des effectivement, c'est quelque chose d'un peu différent. C'est passionnant. Je pense qu'on pourrait y passer la journée, comme à chaque fois avec toi. Alors, je ne vous ai pas fait l'arbre généalogique, parce que c'est vrai qu'il y a eu deux branches, il y a plein d'histoires, mais c'est un peu compliqué tout ça, surtout quand on n'a pas de support pour montrer. Alors, c'est vrai que la complexité aussi de la chose, c'est que donc il y a deux branches de Farina. Farina, c'est devenu presque une sorte de label associé à la ville de Cologne. Ils étaient tous parfumeurs. Ils s'appelaient tous Jean-Marie, Jean-Antoine, Joanne, Maria. Enfin, c'est un peu compliqué. Puis là-dessus, il y a eu Mullens aussi qui s'est rajouté en 1792 en nous ajoutant d'autres colonnes. C'est pour ça qu'au 19e, dans les archives, on trouve plein de procès. Mais c'est quand même Roger Gallet qui gagne les procès en contrefaçon. Donc, l'eau de Cologne que vous achetez aujourd'hui en pharmacie d'extra vieille, avec la signature de Jean-Marie Farina, c'est l'eau de Cologne authentique. Si vous voulez retrouver cet accord originel, c'est celle-ci qui est la plus proche de ce qui était en 1695. Génial. Voilà. Et c'est vrai que sans aller trop loin, moi je veux absolument pas déclencher de polémique, là c'est plus ouvrir des chakras, ouvrir des fenêtres pour faire réfléchir nos copains et réaliser que le parfum, à chaque fois qu'on a un problème de pandémie, parce que la peste ça a duré 20 ans, donc pourvu que le coronavirus… Même plus, la peste noire beaucoup plus longtemps que ça. C'est vrai? Un tiers de la population d'Europe a été décimée. Non, on est encore loin. Non, mais la médecine a fait des progrès. C'est aussi pour ça que le parfum a perdu ce rôle, et l'eau de Cologne a perdu ce rôle médical, parce que justement, la médecine, évidemment, a apporté d'autres solutions. Mais néanmoins, le président turc a appelé, voilà. À chaque fois qu'il y a une maladie qui fait peur, qui fait très très peur, comme tu l'as rappelé, le sida, la Cologne de Mugler est arrivée, là le coronavirus, on se réfugie dans la Pologne, à tel point que certains présidents ont même proposé à leur peuple de se frictionner d'eau de Cologne. Alors, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas aller… Non, il ne faut surtout pas recommander ça. On va dire seulement que ça peut être une bonne alternative au gel hydroalcoolique. Ouais. Éventuellement aussi, parce qu'on a eu le problème de la pénurie du gel hydroalcoolique. Maintenant, c'est bon, on en a partout. Mais à une époque, c'est vrai que ça manquait. Et notamment, c'était le cas en Turquie. C'est pour ça que le président turc a été amené à le proposer. Parce qu'effectivement, comme il n'y avait plus de gel hydroalcoolique, je crois qu'on l'a tous vécu, on allait tous se précipiter dans les magasins, il n'y avait plus de gel nulle part. L'eau de Cologne, si vous aviez encore de l'eau de Cologne dans vos placards, c'est une excellente façon de se protéger les mains et se frictionner, parce que c'est alcoolique, parce qu'il y a toutes ces plantes officinales qui sont également très bonnes et antiseptiques, régénérantes, etc. Mais ce n'est évidemment pas un médicament. Aujourd'hui, on a des médicaments pour ça. Donc, voilà. Mais ça reste ce côté hygiénique, tonique, voilà, qui est un des meilleurs produits de la parfumerie, néanmoins. Et moi, je prêche assez pour qu'on revienne à ces eaux de Cologne authentiques, originelles, qui n'empêchent pas à toutes ces magnifiques colognes de continuer à vivre. Mais
j'aime bien cette idée de ce produit qui est pas trop concentré, qui ne laisse donc pas de sillage, puisque c'était ça aussi l'idée de l'eau de Cologne. Comme on l'utilisait comme produit pour la toilette, eh bien, il fallait que derrière, on puisse se parfumer sans que ça fasse une cacophonie olfactive. Donc voilà. Et un des grands acteurs aussi qui a démocratisé l'eau de Cologne, ça a été François Coty en 1907 et 1908 de mémoire, ou 1908 et 1909, avec ses eaux de Cologne cordon rouge et cordon vert. Et lui a voulu cette eau de Cologne pour tous. Je te remercie beaucoup, Elisabeth. On a évidemment dépassé. Je voulais juste rappeler, parce que je n'ai pas pris le temps de le faire au début, que ce qui m'a donné l'idée de faire ce talk et toute cette histoire autour de l'eau de Cologne, ce sont tes podcasts sur Instagram. Il y en a un génial sur l'eau de Cologne, mais tu as retracé toute l'histoire de la parfumerie sous l'angle de ses vertus thérapeutiques. Le compte Instagram à suivre, c'est @elisabethdefellow. Inscrivez-vous pour les suivre. Mais oui, et puis surtout, si ça vous intéresse, vous avez une mine d'informations, c'est passionnant. Alors, c'est des petites pastilles vidéo que j'avais fait pendant le confinement, donc en conditions complètes de télétravail. Donc, les images sont pas toujours… Enfin, voilà, on peut faire beaucoup mieux aujourd'hui. Mais l'idée, surtout, moi, c'était de… J'avais tellement senti une espèce de vent de panique comme ça au moment du début du confinement, il faut s'en souvenir, parce que c'est déjà loin pour nous, enfin, aujourd'hui, que j'avais envie de dire, mais attention, c'est… Voilà, d'abord, tout va bien. Et puis, la parfumerie, c'est pas que du rêve et de la séduction. C'était aussi ce soin, ce parfum qui portait remède à l'esprit et au corps. Voilà. Et donc, c'est des petites pastilles très courtes d'1 minute, voilà, comme des petits talks. Ouais, allez les voir parce que moi, j'ai trouvé très intéressante et on comprend bien ce côté merveilleux. C'est-à-dire que le parfum, ça a toujours été lié à quelque chose de spirituel, de surnaturel. Bien sûr. Même en Égypte antique. Donc, c'était vraiment très intéressant. Si vous voulez creuser aussi, il y a ta préface dans La fabuleuse histoire de l'eau de Cologne. Un très beau livre. C'est un très, très beau livre qui m'a vraiment beaucoup plu et bien inspiré pour faire toute cette partie sur l'eau de Cologne. Et il y a quelques personnes qui nous suivent qui ont écrit quelques petits sujets là-dedans. Donc, parfait. Merci, Elisabeth. J'aimerais bien…